Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Sur 2023, globalement, on a eu une baisse assez importante des prix de l'immobilier. On appelle ça un peu le Saint-Tropez de l'Atlantique, mais sans le côté bling-bling. Cette baisse en Gironde, elle est en moyenne entre 5 et 10%. On cultive vraiment l'aspect nature, les pieds dans le sable, autour de la culture des huîtres, avec des villas par contre qui dépassent toujours le million d'euros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordeaux Stories, à la découverte de l'immobilier autour de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. En compagnie de Sophie et d'Alex, responsables du centre Déclic Immo 33 à Bouliac, nous faisons ensemble le tour de ces deux grands secteurs de la région. Alex, installé à Carignan et fin connaisseur de la rive droite, il sera notre expert de la métropole. Sophie, originaire du centre et installée à Arès, elle sera notre experte du bassin. Tour à tour, il nous offre une plongée dans les tendances immobilières actuelles autour de Bordeaux, du Cap Ferré, du Nord-Bassin et d'Arcachon. Ils nous font découvrir les coins les plus prisés, mais aussi les plus paisibles, et nous partagent leurs conseils pour trouver le bien parfait dans ces secteurs. Que vous soyez un acheteur en quête de votre résidence principale ou secondaire, ou tout simplement curieux de découvrir notre magnifique région, Sophie et Alex vous réservent un tour fascinant avec un tas de découvertes et d'anecdotes. Allez, on enfile ses méduses et on prend sa serviette, direction d'abord l'église de Bouliac, puis les plages du bassin, pour un épisode dans lequel on parle de gaufres, du festival des pompiers, de conseils immobiliers et d'une maison à 28 millions. Go! Donc bonjour à tous les deux, bonjour Alex, bonjour Sophie. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Merci de m'accueillir chez Déclic Immo 33 ce matin pour parler immobilier. Ensemble, on va découvrir la métropole de Bordeaux cette fois, mais aussi le bassin. Donc on fait appel à votre expertise pour nous aiguiller un peu sur ces territoires-là. Et on va commencer par la présentation de Sophie, honneur aux dames. Ok. Sophie, est-ce que tu peux nous dire ton âge et ton métier actuel? Ça va nous mettre un peu de contexte. Ok, alors j'ai 37 ans et je suis conseillère immobilier chez Déclic Immo. Voilà. Toi, tu es originaire de Bordeaux? Moi, je suis une bordelaise pure souche. J'ai vécu toute ma vie à Bordeaux. J'ai fait un petit séjour parisien pour finir mes études. Faut pas le dire ça généralement. Ouais, je sais, mais bon, écoute. C'est vrai, ça s'est voilà, passé comme ça. c'est vrai. J'ai quand même passé 5 belles années là-bas, c'était chouette. Et après, j'ai fait une petite expatriation en Espagne pour suivre mon conjoint. On a passé 3 super belles années. Et finalement, pour réatterrir dans ma deuxième ville d'amour, qui est le bassin, et on s'est installé là-bas. Ok, donc pour quelles raisons en particulier? Pour des raisons personnelles, comme tu as déjà dû l'entendre plusieurs fois, sortie Covid, plusieurs expériences pro, on a eu des enfants et on a eu envie de se mettre un peu au calme nature. On a eu l'opportunité de trouver une maison sur le bassin, d'abord en location évidemment, et puis tellement d'attrait pour le secteur qu'on a souhaité acheter là-bas. Ok, bah super. Voilà. Après avoir grandi en fait dans le centre. Ouais. Après avoir grandi effectivement dans le centre. Ok. Et Alex, ton âge, ton métier? Ok, eh ben, écoute déjà, ravi de t'accueillir ici dans les locaux de l'agence à Bouliac. Moi j'ai 37 ans, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant une dizaine d'années et j'ai décidé de changer de métier pour entreprendre, pour créer, développer une entreprise. Et ça fait 3 ans donc, que j'ai créé l'agence Déclic Immo et que j'exerce le métier d'agent immobilier. Toi, tu es originaire du coin aussi ou pas du tout? Alors, pas exactement. Moi, j'ai grandi près d'ici, mais en Charente, à Angoulême. Je suis parti faire mes études à Paris aussi. J'ai travaillé à Paris et aussi un peu à l'étranger. Et je suis revenu m'installer à Bordeaux pour être près de ma famille qui est répartie entre Angoulême, Bordeaux et le Pays Basque. Donc, Bordeaux était un point de chute assez sympa où je savais que je me plairais. Donc, Et puis il y a beaucoup de gens d'Angoulême qui viennent en fait aussi, je crois, assez spontanément faire leurs études. Enfin, Bordeaux est la grande ville quoi pour les Angoumoisins. On a plutôt tendance à s'expatrier vers le sud. Alors Paris pour les études et après plutôt côté sud, Bordeaux, Pays Basque sont des destinations assez prisées des Angoumoisins, on peut le dire. Ok, très bien. Moi, je me suis pas trompé sur le nom, sur l'appellation des habitants d'Angoulême. Non, c'est bien ça. Ça va, parfait. Ouais. On démarre. On va parler avec vous de l'actualité immobilière, de la dynamique marché. Donc on est en fin avril 2024 aujourd'hui. On est curieux de vous entendre un peu sur divers sujets. Le premier sujet, ce serait peut-être celui des taux, puisqu'on a une actualité qui est assez riche autour des taux immobiliers.
Alex, est-ce qu'on pourrait avoir ton analyse ? Alors en effet, on peut parler de plusieurs choses qui vont représenter les tendances actuelles du marché. Tu as raison, on peut parler du contexte économique et bancaire qui est à nouveau positif et qui impacte directement et favorablement en ce moment le marché immobilier. Pour parler des taux... ça baisse, là du coup, c'est ça ? Ça baisse, c'est pour ça que la tendance est positive. C'est quoi que tu vois pas dernièrement, si tu as 1 ou 2 chiffres à nous donner, ce que tu as pu voir. Alors, tu vois, auprès d'acquéreurs ? Oui, concrètement, les taux moyens sur 25 ans, quand on emprunte pour une résidence principale, la durée maximum est de 25 ans. Okay. Et c'est là où les taux sont les plus élevés, donc c'est un bon point de repère. Et là, les taux moyens, depuis fin mars, début avril, sont repassés en dessous de 4%. D'accord. Donc on est passé en dessous de ce cap. De ce seuil un peu psychologique, voilà, finalement. Exactement. Et pour te donner une idée, les meilleurs dossiers en ce moment sont autour de 3,5%. D'accord. Donc, sur Bordeaux, la région. Exactement. Ok. Tout à fait. Donc, et les banques, toi, tu sens en tout cas dans tes échanges avec les acquéreurs que c'est plus simple en fait d'avoir des retours favorables de leur part ? Exactement. C'est qu'il y a 2 facteurs qui se conjuguent au niveau bancaire, à la fois la baisse des taux, mais aussi le fait que les banques ont fait évoluer leur politique commerciale, dans le sens où les conditions d'octroi sont un peu plus souples et surtout elles repartent en conquête de nouveaux clients. Là où jusqu'à maintenant elles essayaient de garder leurs clients avec de bonnes conditions, mais parfois elles arrêtaient d'octroyer les crédits. Là on remarque concrètement que les banques font des offres pour concurrencer les autres banques et aller chercher vraiment de nouveaux clients. Okay. On voit par exemple que la Banque Postale est active sur la conquête pour les primo-accédants. On voit que le CMSO, le Crédit Mutuel, a aussi des conditions très agressives pour aller chercher des nouveaux clients. C'est le cas aussi du Crédit Agricole, qui est actif sur le marché de la résidence principale. La Société Générale aussi, on peut en reparler, qui avait vraiment freiné les crédits, réouvert vraiment... les vannes, comme on dit. Exactement. Ouais. Donc, il y a des profils types un peu par banque ? Complètement. Et là, justement, c'est le rôle d'un courtier de pouvoir connaître précisément chacune des banques et quelle va être la meilleure banque associée à chaque profil. Et c'est pour ça qu'on est souvent un client historiquement d'une banque et c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'agent immobilier, d'apporter ce conseil. D'accord. Et cette orientation vers un courtier, un partenaire de confiance qui, lui, va avoir cette expertise pour orienter le bon profil vers la bonne banque. Et surtout en ce moment où on a une certaine hétérogénéité en termes de conditions, de taux. Les banques n'évoluent pas de la même manière. C'est un vrai intérêt de solliciter un courtier. Donc l'expertise du courtier, par exemple, ça va être de présenter le bon dossier avec les bons profils d'acquéreurs à la bonne banque pour maximiser en tout cas les chances d'avoir un retour favorable, quoi. Exactement. Ok, intéressant. Côté dispo des biens sur le marché aujourd'hui, sur les mises en vente, sur les tant mises en vente même que location, tu vois, si tu as quelle bille est-ce que tu peux nous donner qui pourrait nous donner une tendance marché là, aujourd'hui ? Là, on a parlé du contexte économique et bancaire et concrètement, il a un impact direct sur le marché. On peut parler d'abord côté acquéreur. Le fait qu'on ait retrouvé une certaine dynamique sur les conditions de crédit, ça veut dire qu'on a aujourd'hui plus d'acquéreurs qui reviennent sur le marché. Donc c'est plutôt positif. Des acquéreurs qui avaient souvent mis en stand-by leur projet à cause de la hausse des taux ou qui ne pouvaient plus emprunter ou plus associer le projet qu'ils souhaitaient avec leur capacité d'emprunt. En termes de saisonnalité, c'est aussi un moment assez opportun en ce moment parce que les acquéreurs et notamment les familles se projettent sur la rentrée scolaire 2024. Donc c'est un bon moment pour opérer un changement de commune, de localisation. Ouais, le printemps, c'est un moment fort, ouais, c'est ça ? Tout à fait. À la fois côté acquéreur et on le remarque aussi côté vendeur. On a une vraie reprise de marché avec plus de biens qui sont à la vente. Pour donner un chiffre, on est à peu près à plus 10% du volume de biens en vente en mars-avril par rapport à janvier-février. D'accord, donc ça reprend tranquillement. Oui, tout à fait. À la fois côté vendeur et côté acquéreur. On reste sur un marché plutôt favorable aux acquéreurs parce qu'on sait que en ce moment, avec le contexte, c'est un marché qui est favorable à la négociation. On a quand même beaucoup moins d'acquéreurs qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc, globalement... Ça se décrispe, mais c'est quand même encore un peu... Oui, tout à fait. On a une vraie tendance positive, on peut le dire. On constate, nous, toutes les semaines, avec plus de biens en vente et plus d'acquéreurs, des délais de vente qui se réduisent un peu.
Par contre, donc là on a parlé acquéreurs et vendeurs. Si maintenant on s'intéresse un peu plus au prix, on sait que sur 2023, globalement, on a eu une baisse assez importante des prix de l'immobilier à cause de la hausse des taux, principalement. Oui. Cette baisse en Gironde, elle est en moyenne entre 5 et 10% sur la vente dans l'ancien, à la fois. Donc ça, c'est maison et factuel, appartement. ça vous l'avez constaté véritablement. Oui, tout à fait. À la fois, il y a la base des notaires qui établit des chiffres assez précis, et nous, on constate clairement sur le marché, que ce soit dans le centre de Bordeaux, sur la métropole et même sur le bassin, donc suivant les communes, voilà, la baisse est plus ou moins importante. On peut D'accord. dire en moyenne entre 5 et 10%. Donc ça concerne 2023. Maintenant, si on essaie de regarder un peu plus près en 2024 sur les prix, on voit que la baisse continue mais est moins importante. Il y a une certaine inertie entre l'évolution du marché économique et le marché immobilier. Donc on est toujours sur une tendance de baisse de prix, mais qui se fait tranquillement, voilà, quoi. Qui se stabilise par rapport à la baisse importante qu'on a connue l'an dernier. Ok. Est-ce qu'il y a une exception, parce que le sujet de cet épisode là, c'est donc la métropole de Bordeaux, mais aussi le bassin. Est-ce qu'il y a du coup une exception concernant les biens de prestige en termes de, il y a le contexte en fait pour Monsieur et Madame tout le monde, je veux dire, le contexte économique et bancaire. Quid des biens de prestige? Alors, on a remarqué une tendance générale assez similaire, dans le sens des prix qui ont aussi baissé sur le marché prestige et des délais de vente qui se sont aussi allongés, mais avec un impact moins fort, c'est-à-dire une baisse de prix moins importante et aussi l'allongement des délais de vente qui a été un peu moins marqué que sur le marché plus traditionnel de l'ancien. D'accord, ok. Et pour finir sur ce chapitre des tendances, est-ce qu'on a encore beaucoup de Parisiens qui arrivent sur la métropole ou sur le bassin ou pas? C'est une croyance c'est drôle parce que c'est une croyance que tout le monde a et on la rencontre. C'est vrai qu'il y a des Parisiens qui viennent s'installer, mais c'est pas du tout une vague massive. Et je pense que ce qu'on a connu avec l'arrivée du TGV, par exemple, de la LGV à Bordeaux, c'était important, mais c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et on voit pas mal d'autres métropoles qui viennent, des personnes d'autres métropoles en France, Comme Nantes, pas mal, qui viennent s'installer à Bordeaux. Mais voilà. c'est peut-être une fausse croyance, quoi, finalement. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. C'était le cas auparavant, c'est vrai. Tous les vendeurs ont en tête d'avoir un Parisien qui vient acheter leur bien et qui vient le surpayer dans des conditions incroyables. Mais concrètement, c'est plus trop le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. Ouais. Ok. Merci pour ce passage en revue de ces quelques indicateurs qui nous plantent un peu le contexte donc, à avril 2024. C'est bien, c'est que ça donne des perspectives, en tout cas pour les acquéreurs, mais aussi pour les vendeurs. Donc c'est le moment de se bouger, si on le comprend bien. On va ouvrir un chapitre donc, consacré à la métropole de Bordeaux. On va se laisser guider donc, par Alex en l'occurrence. Après, Sophie sera notre ambassadrice bassin dans un deuxième temps. Sur la métropole, Alex, j'aimerais bien qu'on balaye un petit peu puisqu'on s'est déjà intéressé au centre. J'aimerais bien que tu nous accompagnes un peu sur le sud, l'ouest, le nord, l'est de Bordeaux et que tu puisses nous donner quelques infos comme si j'étais une personne qui ne connaissait pas du tout la région. Je me pose des questions sur Bordeaux et sa métropole. J'ai envie d'avoir quelques billes, qu'on m'aiguille en tout cas pour m'installer. Donc si tu peux nous faire découvrir un petit peu chacun de ces recoins et on va commencer donc par le sud de la métropole bordelaise, nous dire un peu quel type de biens est-ce qu'on peut y retrouver, quel type de population dans les grandes lignes, ce que les gens viennent chercher. Donc au sud de Bordeaux, qu'est-ce qu'on trouve généralement? Alors, on va essayer de vous partager un vernis sur ces différentes communes et globalement sur la métropole et on pourra faire, si tu veux, un zoom sur quelques communes en particulier qu'on connaît un peu plus. Si on commence par le sud, au sud de Bordeaux, on va retrouver Bègles, Talence, qui sont les communes frontalières de Bordeaux avec les boulevards, qui sont des communes où on a encore pas mal de jolis biens en pierre, pas mal d'échoppes. Ça ressemble à une vie de centre-ville, un peu, presque. Voilà, c'est un peu moins urbanisé que le centre de Bordeaux, mais on a quand même cet esprit de vrai centre-ville avec de l'ancien, du charme. Des échoppes. Voilà, des échoppes. L'intérêt des transports en commun permettant d'aller à Bordeaux avec le tram essentiellement. Donc
les gens qui habitent ces communes souvent cherchent la proximité de Bordeaux, la facilité d'accès à Bordeaux pour travailler, ou sinon pour pouvoir prendre le train facilement. C'est souvent le cas. On n'est pas loin de la gare. Donc si on ne veut pas être dans le centre de Bordeaux, mais pour avoir accès à la gare facilement, Bègue, Talence, ça peut être... Ce sont de bonnes solutions. Voilà, bonne solution avec un environnement urbain. Et si on cherche aussi les prestations de l'ancien, on va les trouver dans ces deux communes. Okay. Bègle est une commune assez bourgeoise, mais qui est bien étendue, qui a pas mal évolué, et où il y a une certaine mixité de population. Ouais, ça bouge pas mal en fait avec Euratlantique, non? J'imagine que ça a bien redistribué les cartes un peu sur ces dernières années. Ouais, tout à fait. Et une connexion qui se fait un peu plus avec Bordeaux, parce que le sud de Bordeaux est en pleine évolution, hein, justement, tu parles d'Euratlantique. Donc on a une liaison un peu plus importante, un peu plus facile avec Bordeaux. Et ensuite, si on s'écarte un peu plus au sud de Bordeaux, on va retrouver différentes communes, Villeneuve-d'Ornon, Gradignan, Cadojac, Canéjan, Léognan même, où là, on va chercher un peu plus un air de campagne. Ouais, c'est plus vert. Voilà, c'est plus vert. On a plutôt des grands terrains, un peu moins de biens anciens. On va plutôt avoir des maisons des années 80, 90 ou sinon des maisons modernes avec des terrains, la possibilité de construire. Moins d'accès au transport en commun, un peu plus de temps de trajet pour aller vers Bordeaux. Parce qu'il n'y a pas le tram partout. Non, exactement. Sur Villeneuve, je crois, il y a bien le tram. Par contre, sur Gradignan, par exemple, ça n'arrive pas jusque-là. Voilà, après, c'est la limite qui fait qu'on doit prendre la voiture, le bus, mais on allonge un peu les temps de trajet. Donc ça peut être un peu plus difficile pour des familles où on a des enfants qui veulent aller étudier dans le centre de Bordeaux. Voilà, c'est une organisation un peu différente, mais on va chercher aussi des critères, des attentes qui sont différentes avec plus un air de campagne, des grands terrains, des jardins, etc. Et si on veut encore plus d'espace et encore plus de verre, Cestas, Léognan, Cadojac, tous ces coins-là? Ouais, exactement. En s'éloignant, c'est des coins où on a aussi quelques châteaux, un peu de vignobles, donc ça peut être un attrait assez sympa qu'on peut aller chercher. Et on peut dire que c'est aussi orienté, on commence à être orienté côté bassin, côté Arcachon notamment, donc ça peut être un critère de se rapprocher petit à petit du bassin. Parce qu'en fait, tu as l'autoroute qui passe pas loin. Oui. Et avec accès direct à Arcachon, c'est vrai quoi, en 35-40 minutes via l'autoroute, quoi. Ouais, exact. Donc ça peut être aussi un critère. Alors moins côté ferré, mais plus côté Arcachon. Ouais. Effectivement. Ok. Merci pour ce petit panorama sud. On va remonter dans le sens des aiguilles d'une montre. Le Grand Ouest bordelais. Alors, les deux communes assez connues et qui sont très étendues, ce sont Pessac et Mérignac, qui sont côté ouest de Bordeaux, après Codéran, si on peut si c'est un point de repère, connu aussi par l'aéroport de Mérignac. Donc on sait que sur le plan professionnel, il y a beaucoup de boîtes, quoi. Voilà, beaucoup de boîtes, beaucoup d'opportunités dans l'aéronautique, mais pas que. Il y a aussi des zones d'activité avec beaucoup de sièges d'entreprises qui sont basés là-bas. Donc c'est souvent un attrait professionnel, la proximité, qui font que beaucoup de gens vont s'installer sur ces communes. On est aussi côté ouest de Bordeaux, donc un accès au bassin qui est un peu plus facile. Par contre là, en termes de distance, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu aussi du centre de Bordeaux. Maintenant, on va retrouver toutes les commodités sur ces deux communes, donc école, crèche, commerce, etc. C'est des communes qui vivent. C'est difficile de stigmatiser, généraliser sur le type de population, parce que les communes sont tellement étendues qu'il y a aussi une mixité avec différents quartiers, différents types d'habitations. C'est vrai que si on prend l'exemple de Pessac, par exemple, il y a une partie qui est très urbaine et une partie où ça va être des grands lotissements avec des grandes baraques, des grands jardins. Voilà, exactement. C'est un peu les deux extrêmes, quoi. C'est aussi assez hétérogène en termes de période de construction. On va trouver des échoppes en pierre qui ont beaucoup de charme. C'est le cas à Pessac, et en même temps des maisons beaucoup plus contemporaines avec des styles très différents. Donc on va dire que chaque quartier peut être associé à des critères complètement différents. Voilà, quoi. Ouais. Tout à fait. Ok. Et si on se rapproche un petit peu de Bordeaux, toujours côté ouest, mais un peu plus proche boulevard? Oui, alors là, on va avoir tout ce qui est Codéran, le Bouscat. On va être sur des communes assez paisibles, avec une proximité immédiate du centre-ville de Bordeaux.
Là, on a une vraie qualité de vie. On y retrouve beaucoup de familles, de jeunes cadres dynamiques qui sont propriétaires, avec les fameuses écoles et établissements privés assez réputés. Qu'il y a sur les boulevards. Qu'il y a sur les boulevards. On en a plusieurs, ça fait un petit triangle. On y trouve aussi beaucoup les fameuses échoppes bordelaises et le parc bordelais, qui est quand même le plus grand espace vert de Bordeaux. Moi, je dirais que Codéran, c'est vraiment la banlieue chic et résidentielle. Tu dois le savoir, mais on l'appelle un peu le Neuilly bordelais. S'il fallait faire une comparaison, je trouve que ça fait bien ça le fait comme ça. Voilà, alors que le Bouscat va avoir un côté plus moderne et dynamique. Et surtout, on est à proximité directe du tram. Donc, on a vraiment un accès direct au centre-ville. C'est vrai que Codéran pêche un peu par l'absence de tram. On a une image un peu plus vieillissante de Codéran, mais encore une fois, avec le développement de l'immobilier, le Bouscat a connu un boom avant l'arrivée du tram et pendant l'arrivée du tram. Et vraiment, on voit qu'il y a toute une population qui vit à Saint-Augustin, veut vraiment se rapprocher du quartier de Codéran, notamment pour son côté hyper paisible et puis pour les écoles aussi. Pour les écoles, ouais. exactement, vraiment. Mais c'est vrai que pour revenir juste sur le Bouscat, il y a quand même des coins qui sont hyper sympas, que ce soit tant du côté du petit centre-ville du Bouscat que tout le long du tram. Il y a du côté de la Barrière, il y a pas mal de petits commerces qui sont maintenant installés et ça fait propre, quoi. Accès direct en 4 arrêts au Quinconce, ça coche quand même pas mal de cases. Mais à côté de ça, tu as des quartiers, le Bouscat proche Ravzy par exemple, que je trouve un peu moins sympa, quoi. T'as 2 Bouscats comme tu as 2 Codérans en fait. Tu vas vraiment avoir le Bouscat qui est à proximité de l'avenue de la Libération, l'accès direct au tram, et puis après tu t'éloignes un petit peu plus vers l'Hippodrome, qui est aussi un quartier sympa, mais beaucoup plus résidentiel, avec moins de commerce, moins de côté dynamique du centre-ville. Donc voilà, c'est ce que disait un petit peu Alex sur les autres communes, sur Mérignac, Pessac, ça va être des communes qui sont moins grandes, mais encore une fois qui sont un petit peu hétérogènes. Tu vas avoir le Bouscat centre et le Bouscat un petit peu plus éloigné. Ok. On va quitter un petit peu l'ouest bordelais maintenant et on va passer côté nord. Alors là, il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire parce qu'il y a un peu moins de choses justement côté nord de Bordeaux, mais on te laisse nous présenter ça, Alex. Alors côté nord, justement, bonne transition avec le Bouscat. On va retrouver Bruges, qui est une commune frontalière du Bouscat, qui est assez sympa parce que proximité de Bordeaux, des prix plus intéressants sur le marché immobilier, donc plus accessibles. Pour autant, on a le tram, donc accessible en transport en commun, c'est un bon point. Un centre-ville assez dynamique, tous les services de proximité disponibles. C'est-à-dire, c'est quoi ça peut être un bon entre-deux entre le Bouscat et Bordeaux, quoi, c'est ça, Bruges ? Exactement. On s'éloigne pas trop, on reste intra-rocade et proximité de Bordeaux avec tous les services à proximité. Ok, et un peu moins cher, donc au mètre carré. Exactement. Ok, donc si on continue de remonter un petit peu. Si on continue, après on passe la rocade, on va retrouver Ézines, qui est une commune aussi assez dynamique, mais on s'éloigne simplement un peu plus de Bordeaux. Il y a le tram aussi, qui arrive jusqu'à Ézines, donc c'est aussi un élément positif. On a Le Haillan aussi qui fait la frontière avec le côté ouest de Bordeaux, en s'éloignant un peu. Et après, on remonte vers le Médoc. Donc on va trouver différentes communes comme Blanquefort, Le Taillan, Saint-Médard-en-Jalles, qui sont des communes là aussi très dynamiques, qui restent à proximité de Bordeaux, même si on n'a plus les transports en commun. Ouais, t'es à combien de temps en voiture là, du centre de Bordeaux Là, on est plutôt à 25-30 minutes, en évitant les heures de pointe. Oui, voilà. ça dépend l'heure. Ouais. Et après, si vraiment on s'écarte, qu'on passe ces communes, ben là, on va dans le Médoc avec avec du raisin. Ouais. Avec la route, c'est la route du Médoc et tu pars jusqu'à Pauillac, qui doit être la première vraie grosse ville quand tu remontes dans le Médoc. Ouais, exactement. Et là où la démographie change complètement, où on a beaucoup moins d'habitants, des populations, des zones moins denses et des communes plus écartées. Ouais, c'est moins des profils urbains, quoi, exactement. Ok. Parfait, et puis on va terminer avec tout l'est de la métropole, donc finalement la rive droite. Alors pour la rive droite, on pourrait parler de Bordeaux-Bastide, qui est sur la rive droite de l'autre côté de la Garonne, mais qui fait encore partie de Bordeaux, qui est un secteur qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, avec
pas mal de petits quartiers qui se sont créés au sein de ce secteur, qui est aussi devenu assez prisé, assez recherché. Est-ce qu'on peut dire merci Darwin et merci le tram, ou c'est un peu réducteur ? Non, ça en fait clairement, ça a été des vecteurs pour démocratiser ces quartiers. Non, ça en fait partie concrètement. Donc voilà, là aussi, bien sûr, on a le tram, tous les commerces, les services de proximité, donc c'est assez sympa et on accède par le pont de Pierre très facilement au centre de Bordeaux. Et ensuite, si on s'écarte un peu, on va trouver différentes communes. On va trouver Floirac, Senon et Lormont, qui sont des communes donc frontalières de Bordeaux où on a aussi le tram, donc une bonne connexion au centre. Assez hétérogène parce que on a vraiment des quartiers très différents, entre des quartiers résidentiels de maisons, des quartiers plus modernes avec que des appartements. C'est le cas notamment avec les nouveaux quartiers à Floirac où on a l'Arkea. Ouais, c'est vraiment avec la passerelle en plus qui vient d'être inaugurée, qui relie le pont Simone Veil. Ouais, exactement. Ouais. Alors, elle n'est pas encore inaugurée, elle sera inaugurée en juillet. À pied ou en vélo ? Non, ouais. Y a pas, officiellement, ce sera inauguré au mois de juillet. D'accord. Et là, on pourra vraiment. Les excuses. Ouais. Mais après de longues années d'attente, c'est concret, ça se matérialise très, très bientôt. Et donc, ça participe à dynamiser, bien évidemment, cette partie-là de la rive droite. Ouais, oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Et ensuite, Lormont, simplement pour dire deux mots, c'est une commune qui est assez hétérogène, où on a un centre-ville qui a beaucoup de charme, qui est très sympa, avec les caractéristiques de l'ancien. Et d'autres quartiers qui sont... ça traîne un peu une mauvaise réputation. Voilà, Lormont. Enfin, exactement. Donc des quartiers très hétérogènes. En termes de développement, là justement sur Lormont, toi tu as vu un peu ces dernières années la chose évoluer, tu vois Non, pas spécialement. Non, j'ai pas vu beaucoup d'évolution. Je constate que le centre de Lormont reste assez prisé, assez recherché, mais c'est vraiment un quartier spécifique au sein de la commune. D'accord. Ok, ouais, c'est un peu à part, quoi. Ouais, tout à fait. On continue. Alors, moi, un quartier qui me tient à cœur sur la rive droite, on va dire un secteur parce que j'y habite, c'est un peu plus au sud. Il faut passer le pont François Mitterrand, donc qui est le pont de la Rocade, et on va retrouver là différentes communes. On peut parler de Bouliac-La-Traîne, qui sont les deux communes les plus connues. Moi, j'habite à Carignan, qui est juste derrière Bouliac. Là, les avantages en fait d'aller dans ces communes, qu'est-ce qu'on vient chercher sur ces coins-là ? Clairement, c'est la campagne aux portes de Bordeaux. On a un environnement assez paisible, assez champêtre. On peut avoir une maison, par exemple, avec un bel extérieur, un grand jardin, une piscine. C'est cool, notamment avec des enfants, pour pouvoir se balader. C'est aussi sympa pour faire du sport en extérieur. On a un environnement, contrairement à la rive gauche, qui est assez vallonné, avec pas mal de dénivelé, ce qui apporte aussi un certain charme, avec parfois des vues assez sympas, le fait de pouvoir surplomber. Ah, c'est vrai, c'est une bonne remarque, ouais. Alors que c'est tout plat côté rive gauche. On dit que c'est le plat pays rive gauche, et sur la rive droite, ça a ce charme. Et en plus, on va retrouver beaucoup de châteaux, beaucoup de vignobles, et ça apporte aussi un certain charme. Alors, sans parler des châteaux très connus, si on s'éloigne plus du côté de Saint-Émilion, là, assez proche de Bordeaux, on a aussi beaucoup de châteaux dans ce coin-là. Ouais, puis c'est vrai que t'es à quoi ? T'es à 10-15 minutes du centre, quoi. Si tu prends le pont de la Rocade, justement, tu te retrouves très rapidement à la gare, quoi. Exactement, et ça, c'est pas très connu, dans le sens où on imagine souvent que la rive droite est une lointaine contrée de Bordeaux. Et ce n'est pas le cas. Si on reste sur ces communes qui sont à proximité, en dehors des heures de pointe, c'est le cas, on peut le dire, on est à 15 minutes de la place de la Bourse, sans avoir besoin de prendre la Rocade. En fait, on a juste le pont François Mitterrand qui fait partie de la Rocade, mais on a une voie dédiée pour accéder au quai. Donc, ça va vite et ça se fait direct, ça se fait bien, et qui circule bien. Donc, l'accès au centre de Bordeaux est un vrai point positif. On n'est pas juste à côté, mais un quart d'heure en dehors des heures de pointe, c'est OK. Pour avoir une grande maison et ses enfants qui gambadent dans le jardin. Ah, exactement. Cool, quand même. Exactement. Ouais, c'est cool. Et c'est des communes qui
sont quand même assez vivantes. Et là, pour le distinguer, on va dire qu'il y a Bouliac qui est la plus proche de Bordeaux, qui est une commune assez réputée parce qu'on a beaucoup de belles maisons, des grands lotissements avec des maisons d'architectes. On a le Saint-James, bien sûr, qui est connu. Pour les amateurs de bonne cuisine. Voilà. Et on dit que Bouliac, c'est le balcon de Bordeaux parce qu'on est en hauteur, on domine. Il y a ce petit centre sympa avec l'église où on a une super vue sur Bordeaux. C'est une commune qui se dynamise aussi, donc c'est là où on est installé avec l'agence, et nous c'est la proximité de Bordeaux qui nous intéressait. C'est une commune qui se dynamise avec des nouveaux commerces qui arrivent, c'était pas le cas jusqu'à présent, donc là le centre-ville se transforme avec des halles et plusieurs commerces là, qui arrivent cet été. Ok. Donc il y a une vraie dynamique en cours, quoi. Voilà, ça évolue parce que c'était plutôt une commune dortoir jusqu'à présent, c'est peu dynamique sur le plan des commerces et ça évolue clairement. La deuxième commune la plus connue, c'est La Trenne et La Trenne pour le coup est réputée pour son dynamisme sur le plan des commerces, le centre-ville. Il y a un marché tous les dimanches qui est super sympa et un vrai centre-ville avec une rue animée, plein de commerces. Ah, c'est très mignon, La Trenne. Ouais, voilà. Comme petit bled à proximité de Bordeaux, c'est vrai que des belles petites maisons en pierre, de ce qu'on voit dans le centre, et puis peut-être des plus grosses maisons un peu plus modernes en dehors, non, c'est ça ? Exactement. Et comme Bouliac, on a comme une distinction entre le bas La Trenne et le haut La Trenne, pareil pour Bouliac, le bas Bouliac, le haut Bouliac, qui est plus réputé. Donc le haut Bouliac et le haut La Trenne sont un peu plus réputés parce qu'on a des zones où on surplombe, on domine un peu plus avec de beaux terrains, de belles maisons, et c'est ce qui est le plus recherché sur le plan immobilier, et c'est là où les prix sont un peu plus élevés aussi. T'as quelques chiffres en tête en termes de prix au mètre carré justement sur ces communes-là pour situer ? Ouais, bien sûr, pour donner des repères, on peut dire que sur ces deux communes, on est autour de 4 000 euros du mètre et on peut monter jusqu'à 5 000 euros du mètre pour des biens qui ont des prestations de qualité qui se distinguent, mais pour faire une moyenne, on est autour de 4 000 euros du mètre. Et c'est principalement des grosses maisons avec des grands terrains, c'est ça ? Ou je me trompe ? Non, principalement, on a des grands terrains avec de belles maisons, mais on peut aussi être un jeune couple sans enfant ou avec un enfant et trouver des maisons sur des surfaces moins importantes, mais avoir quand même ce cadre de campagne qui est sympa. Et après, sur les communes avoisinantes, on peut parler justement de Carignan de Bordeaux, qui est la commune où j'habite, ou on peut parler aussi de Sénac, Quinsac, Camblanne et Ménac. Ce sont des communes où le prix au mètre carré va descendre un peu. Plus tu t'éloignes de Bordeaux, ouais, c'est ça ? Exactement. On va être plutôt autour de 3 500 euros du mètre. Là aussi, c'est une moyenne adaptée en fonction du bien et qui rendent les biens justement assez accessibles, donc pour avoir plutôt des grandes maisons, des grands terrains, et tout en étant à proximité de Bordeaux. Ok. L'inconvénient de ce secteur, c'est le transport en commun. On n'a pas le tram, clairement. Bouliac est une commune qui fait partie de la métropole, de Bordeaux Métropole, donc on a des lignes de bus assez régulières liées à Bordeaux Métropole. Pour les autres communes, on a aussi le bus qui amène vers le centre de Bordeaux, donc pour Carignan, La Trenne, etc., mais simplement avec un peu moins de fréquence que la ligne de bus de Bordeaux Métropole. Ouais, c'est une vie qui est beaucoup plus orientée autour de la voiture. Exactement. Sur ces secteurs-là, ouais. Tout à fait. Ok. Voilà, peut-être ce qui manque un peu, c'est qu'on ait un peu plus pour une vie nocturne, un peu plus de bars, de restos, ce serait sympa là. Clairement, on va dans le centre de Bordeaux. Parce que l'offre en termes de bars, effectivement, sur Carignan, le samedi soir. Ouais, c'est limité. Après, il y a le petit PMU du coin qui est très sympa. Ouais, c'est un peu plus Ricard cacahuète. Voilà, un petit blanc au comptoir et on passe un bon moment. Mais ouais, on pourrait imaginer d'avoir un peu plus d'offres, c'est vrai. Ok, super. Merci pour pour ce beau panorama de la métropole bordelaise, Alex. On va refermer le chapitre et on va faire parler Sophie maintenant un petit peu. Et donc avec Sophie, on va parler bassin d'Arcachon cette fois. L'idée là aussi, Sophie, sur le bassin d'Arcachon, on va te suivre, mais c'est que tu nous parles un petit peu des différents secteurs aujourd'hui qu'on distingue sur le bassin, que tu nous parles un peu des types de population, ce que les gens viennent chercher, comment ça a évolué. Et je crois que tu t'es bien calé aussi sur l'histoire du bassin et du Cap Ferré. Donc ça peut peut-être être une bonne intro.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui me semblait intéressant avant de parler d'évolution du Cap Ferret, c'est de faire un petit rappel historique parce que je trouve ça super intéressant de se dire qu'en fait, c'est une commune qui a vraiment vu un attrait grandissant, mais depuis peu de temps. Bon, déjà, la presqu'île du Cap Ferret, ça se situe à environ 40 km à l'ouest de Bordeaux. C'est vraiment un cordon littoral qui s'étend sur 20 km et qui est bordé entre océan et bassin. Donc c'est quand même magique de pouvoir avoir les deux. Mais en fait, le Cap Ferret, ça a longtemps été occupé par seulement des pêcheurs et des chasseurs saisonniers qui venaient de l'autre côté du bassin, qui traversaient en bateau depuis Arcachon, Gujan, La Teste. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'accès depuis Bordeaux. Donc, c'est vraiment isolé, quoi. C'était vraiment une zone nature sauvage, même très peu végétalisée. Et à partir des années 1860, vraiment, il y a eu tout ce qui est l'essor de la culture ostréicole et vraiment la création de ce qu'on appelle, tu sais, les cabanes ostréicoles pour répondre à cette demande d'huîtres qui était sans cesse grandissante. Un autre fait intéressant, c'est qu'en 1908, le quartier des 44 hectares qui appartenait avant à l'État a été vendu aux enchères, je te laisse imaginer, pour une bouchée de pain. Et c'est à ce moment-là T'as pas le chiffre en tête? J'ai pas le chiffre, je l'avais lu sur Internet, mais c'était quelque chose comme 0,70 € du mètre carré. Ok. Ouais. Quand on sait ce que c'est devenu aujourd'hui, voilà. Putain, les gars, fallait investir en fin des années 1800. Voilà, il fallait être prometteur à cette époque-là. Donc vraiment, ça a démarré dans les années 1910 avec la vente de ces 44 hectares qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est vraiment à partir des années 1950, donc après-guerre, qu'il y a eu un développement et une installation des vieilles familles bordelaises, parce qu'il y a une route qui a été construite et qu'on avait un chemin d'accès beaucoup plus facile. Donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment ces familles bordelaises s'y rendaient pour passer vraiment leur été sous les pins. Donc en recherche de nature, quoi, un peu comme... Mais en recherche de nature complète, c'était vraiment très sauvage et vraiment on vivait dans son village, on connaissait ses voisins. De mon expérience personnelle, j'y ai grandi grâce à mon arrière-grand-mère qui avait acheté une maison sur les hauteurs du Canon. Et si tu veux que je te donne un chiffre, plutôt pour parler de l'évolution, dans les années 90-2000, acheter un terrain qui faisait entre 1000 et 1500 mètres carrés, c'était de l'ordre de 80 000 à 100 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Ouais, ok. Donc, voilà. C'est ouf, en l'espace de 20-30 ans. Ouais, exactement. En l'espace de 25 ans, tu vois l'évolution. Et donc, du coup, ça arrive à Le Ferret d'aujourd'hui. Effectivement, on parle d'un énorme développement démographique. Tu le sais, surtout en saison haute. On y retrouve environ 80% de résidences secondaires. Et évidemment, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est ce qui a entraîné une flambée des prix. Ce qu'on a aussi constaté, c'est un peu le boom du film des petits mouchoirs dans les années 2010. Je pense qu'on en a tous entendu parler, on l'a tous vu, mais ça a énormément participé à la notoriété. Toi, tu l'as vécu un petit peu parce que tu as des souvenirs de jeunesse, j'imagine. J'ai complètement vu cette évolution sur Le Ferret, mais après, encore une fois, tu vois, j'étais gamine quand j'y suis arrivée, j'ai grandi avec ça, mais moi, je me rappelle, étant gamine, qu'on sortait dans la rue, qu'on jouait tranquillement, qu'on jouait avec ses voisins. Dans mes années adolescentes, je me rappelle du bus de nuit, qui était le fameux bus qui faisait toute la presqu'île et qui gratuitement nous emmenait jusqu'au centre névralgique du Cap Ferret pour pouvoir profiter des bars et de l'activité nocturne. Et cette évolution, je l'ai vue même par ce biais-là, dans le sens où au début c'était super, tu avais l'impression d'être dans... C'est bon enfant, quoi. Très bon enfant, et au fil des années c'est devenu beaucoup moins bon enfant parce qu'il y a eu une masse de touristes, de gens, et comme dans toute chose, il y a toujours des déboires et des... Ouais, il y a eu des débordements, c'est ce qu'il y a eu des nuisances sonores, on est quand même sur des quartiers très privilégiés, des gens d'une certaine catégorie sociale et qui n'avaient pas envie d'avoir les bourrés, de la viande saoule qui descendent. Grosso modo, c'est ça, quoi. Voilà, exactement. Mais donc ça, il y a eu cette évolution. Puis il y a aussi cette évolution, Alex en parlait un petit peu avec les Parisiens, mais sur le bassin, pour le coup, ça a été très flagrant. Au départ, c'était vraiment les vieilles familles bordelaises, puis les enfants, et on a quand même vu ce boom et cette notoriété avec l'envie des Parisiens de venir sur le bassin.
C'est 2010, vraiment? Tu constates, toi, enfin, de ce que tu arrives à percevoir, un avant, un après, ou ça avait déjà commencé un petit peu avant, ou ça s'est accéléré ensuite? Je pense que ça s'est vraiment accéléré entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, on parle d'une enclave de riches où les stars habitent. Si je n'en cite que quelques-uns, on sait tous qu'Obispo, Guillaume Canet, Claire Chazal, Yodelis, Laura Smet, Becbédé, enfin tous ces gens-là, tu peux les retrouver et les côtoyer l'été. On appelle ça un peu le Saint-Tropez de l'Atlantique, mais sans le côté bling-bling. On cultive vraiment l'aspect nature, les pieds dans le sable, autour de la culture des huîtres, avec des villas par contre qui dépassent toujours le million d'euros. Ouais, pas des villas d'ostréiculteurs. Mais qui respectent un cadre architectural en bois. Tu vois, la presqu'île du bassin a été vraiment préservée. Si tu fais le parallèle avec Arcachon, où on a quand même vu des barres d'immeubles se construire, on n'a jamais vécu ça et on le vivra jamais sur le bassin. Ouais, ça reste quand même côté Cap Ferré, en tout cas, ça reste quand même très privilégié, très préservé d'un point de vue architectural. Ouais. Exactement. Et j'entendais dire que ça se faisait pas mal donc des acquéreurs qui rachetaient en fait des vieilles maisons du Cap Ferré pour finalement ne conserver que le terrain, raser la maison et reconstruire une belle maison en bois. Complètement, parce qu'en fait, en fonction des villages, mais globalement, on avait quand même des très belles parcelles de terrain entre 1000 et 1500 mètres carrés. Encore une fois, c'est pas une généralité, avec des toutes petites maisons, puisqu'encore une fois, c'était destiné à être une résidence secondaire, donc c'était des petites maisons. Et aujourd'hui, c'est plus intéressant. Alors, les PLU ont beaucoup évolué et encore une fois, je ne vais pas rentrer sur... Plan local d'urbanisme, c'est ça? Ouais, exactement. Je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de règles et parfois, pour certains, c'est plus intéressant de garder les 4 murs pour pouvoir construire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits biens et du coup, on rase on rase et on fait reconstruire. On rase et on fait construire 2 fois plus gros. On fait une piscine, voilà. Même le bord de côte avec toutes les magnifiques maisons que tu peux retrouver en première ligne. Voilà. Ça, c'est magnifique. Après, c'est vrai que tout ce qu'on a, toutes les maisons là, qui donnent directement sur le bassin, c'est magnifique. Et bon, c'est bien qu'on puisse préserver cette unité architecturale. Tout du moins, je ne sais pas si on peut parler d'unité, mais en tout cas, c'est vrai que quand on se balade sur presqu'île du Cap Ferré, il n'y a pas une maison qui fait tâche, quoi, généralement. Non, exactement. Ouais, c'est vraiment préservé et dans l'intimité des pins, et il n'y a rien vraiment qui dépasse. Quelle différence entre les différents villages? Parce que quand tu arrives de Bordeaux et que tu descends jusqu'à la pointe, justement, tu vas passer par tout un ensemble de petits villages. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Sophie? Oui, alors il y a plusieurs villages. On commence à l'entrée du Cap Ferré par le village de Claoué. Historiquement, c'est l'entrée du Cap Ferré, ça l'est toujours. C'est vraiment une porte d'entrée. On y retrouve encore quelques campings, le VVF et des campings. Et c'est un point important parce qu'avant, sur le bassin, et aussi c'est l'évolution dont tu parlais tout à l'heure, avant on avait beaucoup plus de campings sur la presqu'île. Et avec la montée en gamme de la population et des gens, de plus en plus de campings se sont fermés, notamment dans le centre du bassin. C'est ce qui montre clairement l'évolution de la population au fil des années. Donc là, on est encore sur une commune, je dirais, où on a un ticket d'entrée, un budget moyen qui va être plus intéressant que sur les villages suivants. Plus tu vas vers la pointe et plus c'est cher. Et plus c'est cher. C'est aussi un village qui vit encore au rythme des marais. On est quand même au fond du bassin et c'est encore un village qui n'a pas l'eau toute la journée. On vit encore à ce rythme-là. Là, tu le vois nettement, c'est vrai, quand c'est dans le virage, là, juste après avoir passé le Super U, tu vois effectivement, suivant ton heure de passage, si c'est de l'eau ou de la vase, quoi. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment un village qui n'a pas toujours eu la côte, parce que effectivement, c'était celui qui était à l'entrée du ferré, qui avait un peu un côté fond du bassin. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un secteur qui est hyper dynamique, où il y a encore des chouettes affaires en termes d'immobilier à faire, des grandes parcelles, notamment sur toute la partie bassin. Tu as encore des magnifiques parcelles avec des belles bâtisses à rénover. Et vraiment, je trouve que c'est un coin qui peut valoir le coup, quoi. Ah oui, complètement. Okay. Très, très préservé. Et en même temps, très dynamique, parce que beaucoup de commerce, beaucoup de vie à l'année. Alors, c'est vrai qu'on a quand même 80% des gens qui sont en résidence secondaire, mais pour des gens qui veulent venir aussi s'installer et y vivre à l'année, je trouve que c'est... ça peut être un bon compromis. Un bon compromis, tu es vraiment aux portes de Bordeaux, et en même temps, il y a encore tous les bouchons après sur le reste de la pointe. On va en parler. Point dédié à venir.
Et voilà. Bon, donc il y aurait plein de choses à dire. Pour finir juste sur ce petit village, et je te ferai un petit tips à chaque fois sur chaque village si ça t'embête pas. Mais je trouvais que ce qui était sympa, c'est bon, évidemment, il y a plein de commerces sympas, il y a beaucoup de restauration qui s'est développée, et il y a un super festival qui se déroule au mois de juillet. Alors cette année, ça sera le 19 juillet. Je suis pas en collaboration, mais vraiment, j'en profite depuis 3 ans. C'est le Firefighter, c'est le festival des pompiers. Okay. Et je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'est super Visiblement, chouette. ça te laisse de bons souvenirs. Et il y a une super programmation, donc non, c'est cool. Voilà. Il y a qui, par exemple, qui est passé Alors, on a eu Petit Biscuit l'année dernière, on a eu Synapson, et là, cette année, on a Feder, Patrice et plein d'autres petits artistes, mais vraiment, c'est un super festival, c'est très cool. Ok, chouette. Voilà. Si on enchaîne après, on arrive sur le petit village de Petit et Grand Piquet. Je les rassemble. On a vraiment un secteur, un petit village très dynamique, beaucoup de commerce, une belle vie de quartier. La plus belle des plages du bassin pour moi, qui est la Pointe aux Chevaux. Il y a encore de belles opportunités à faire en termes d'IMO, des anciennes maisons, c'est ce on se disait tout à l'heure, construites dans les années 70-80, qui sont à rénover avec de belles tailles de parcelles. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un secteur très chouette, très dynamique, très vivant. Et vraiment, le plus de Petit et Grand Piquet, c'est quand même d'aller à l'océan au Truc Vert pour surfer. Et ensuite, on va déguster son petit déjeuner chez Georgette en plein centre. Chouette. Et puis il y a les dunes aussi. Exactement, ouais. On a un peu de hauteur sur cette partie-là. Moi, je parlais des dunes à manger. Ah, des dunes. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Bah, alors, tu as les dunes où tu peux avoir un petit peu de hauteur. C'est un petit village qui a un petit peu de hauteur. Donc, tu as une belle vue sur le bassin. Et tu as les dunes de chez Pascal, pour ne pas les citer. Je t'avoue que j'en ai beaucoup mangé. je les achète pour les invités et c'est top, ouais. Il y a ouais, juste pour terminer, oui. c'est sur le. C'est côté Petit Piquet, non, c'est ça, où il y a la jetée du Petit Piquet avec une petite plage hyper sympa. Oui. Et j'ai vu pour y être passé justement il y a quelques semaines. C'est quoi? C'est un ancien hôtel qui a été réhabilité, je crois, avec une petite terrasse assez sympa qui s'est montée. Ça te parle pas Là, ouais, non, tout de suite, ça me parle pas. C'est un hôtel c'est en fait au début de l'acheter du Petit Piquet. Okay. Il y a une terrasse c'est quoi? Il y a 2-3 semaines là où il faisait beau, où on a profité d'aller un peu sur le bassin. Ok, je vois cet hôtel qui a été, mais du coup j'en ai pas profité. Je t'avoue que effectivement. Pas fait encore, ouais. Ouais, moi je suis plus aficionados historique du Canon et des cabanes ostréicoles, donc j'avoue que il faut que j'aille revoir les copains à Petit Piquet. Ouais. Bah, tu me donneras l'adresse. Ok, parfait. Ensuite, on enchaîne avec Piraillan. Piraillan, c'est vraiment un premier quartier ostréicole. C'est aussi là où se trouve la réserve naturelle des réservoirs de Piraillan. C'est une étendue qui fait 37 hectares, qui est très préservée, où on y retrouve de nombreuses espèces animales. Pour moi, c'est un secteur qui est vraiment très familial, très nature, très authentique. Et on retrouve, tu sais, le fameux marché de Piraillan. Et on y va pour son esprit simple. Assez préservé, assez familial, un peu moins bling bling et tourisme de masse que celui du Cap Ferret. D'accord. Donc voilà, vraiment secteur préservé. Donc moi, je recommande à tous ceux qui sont dans ce secteur-là d'aller se manger quelques huîtres au marché de Piraillan avec un bon petit verre de blanc et puis après, de profiter des plages ou de l'océan. C'est très bien, tes astuces là, par village. Okay. Continue. Ok, bon, j'essaie de trouver des choses différentes parce que j'arrive, justement, je fais ma transition sur le village du Canon où on est encore une fois sur un quartier d'ostréiculteurs, un quartier de plaisanciers aussi. Bon, sur toute la bande du bassin, tu vas retrouver des plaisanciers, mais historiquement, tu as beaucoup de bateaux. C'est un quartier qui est traditionnel mais qui s'est modernisé. On a vu l'apparition de beaucoup de lotissements. Il y a la jetée du Canon qui permet de traverser et d'aller jusqu'au Moulot, donc assez facilement, et ça peut être sympa de traverser l'été au lieu de se faire tout le tour du bassin. Comme tu le sais, il y a pas mal de bouchons, c'est assez bouché, donc ça permet en 15-20 minutes de se retrouver en face.
Et encore une fois, il y a une grosse proximité entre le bassin et l'océan. De toute façon, plus on avance vers le Ferré et plus on va être à proximité entre bassin et océan. Moi, ce que je recommande en termes de tips sur cette destination, c'est vraiment d'aller profiter de la fête du Canon, encore une fois, en plein été. Tu as le feu d'artifice, tu as le village des ostréiculteurs qui est en pleine activité nocturne, et tu peux aller déguster tes huîtres et tes saucisses, et il y a un petit bal dansant, c'est assez chouette. Tu retrouves le côté village que moi j'ai connu quand j'étais gamine, et c'était vraiment les incontournables, la fête du Canon, la fête de l'huître, c'était des choses qu'on attendait avec impatience, et ça s'est gardé. Donc, c'est assez animé, il y a pas mal de cabanes et tout. Complètement. Pour les gamins, tu as ce qu'on appelle la fête à neuneux, où tu peux aller faire tes petites voiturettes, ta barbe à papa, et je trouve ça chouette, et ça s'est gardé. Donc c'est encore le côté ferré d'avant que tu retrouves, et où tu vas avoir toutes les familles qui vont se retrouver avec les enfants, c'est très familial. Et c'est vraiment, donc quand tu descends, c'est en contrebas de la route, c'est ça? Exactement, entre la route et t'as la mairie, tu descends, et c'est vraiment au niveau de l'acheter, ils te montent des tables, et tu vas profiter de tes huîtres. Bon, c'est très à la cool, hein, mais c'est un bon moment pour se retrouver, et c'est vraiment très chouette. Ok, super. On continue notre route. On prend notre petite voiture ou notre petit vélo, la piste cyclable, et on continue vers le village de l'Herbe. Pour moi, c'est un des villages les plus nature, hyper authentique. C'est le plus éloigné de la route principale et donc de l'agitation. Moi, ce que je recommande en premier lieu, c'est d'aller voir la plage de l'Herbe, la magnifique chapelle algérienne. Je ne sais pas si ça te parle. J'y étais il y a 2 semaines, donc ça me parle bien, et c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique, quoi. Tant le village que la chapelle. Exactement, tu te gares là, tu vas visiter la villa algérienne qui est magnifique. Il y avait à côté de cette chapelle algérienne une villa algérienne de type mauresque, qui a été malheureusement détruite. À la place, on a un immeuble qui est pas très heureux, mais voilà, il faut vraiment s'arrêter sur la chapelle, la plage, et puis tu te gares là, tu vas dans les petits villages de pêcheurs. Encore une fois, tu peux aller déguster quelques huîtres ou quelques crevettes. Tu prends ta serviette et tu vas te poser sur la plage. Ah, ça fait vraiment décor de cinéma, je trouve, le village de l'Herbe, là, quand tu remontes et que tu vas jusqu'à la plage, justement, qui est tout au bout. Exactement. Tu passes, tu as une petite place avec une fontaine. Oui. Ouais. Et généralement, en plus, t'as toujours un petit papy qui est là avec son béret, chien, sa canne. Ouais, c'est ça. Et tu te demandes si c'est pas l'office du tourisme qui l'a dépêché pour être là sur place toute la journée. En mode vitrine, je suis d'accord avec toi. Et ce que je trouve encore sympa, c'est que c'est un quartier ultra préservé où on trouve beaucoup de cabanes d'ostréiculteurs, mais qui se mixent avec certaines cabanes qui ont été rachetées, qui ont été rénovées, mais qui ont été conservées, un petit peu agrandies. Mais on est sur des micro-parcelles. Enfin, là, tu verras jamais. Ah oui, c'est tout petit, ouais. Exactement. Mais des cabanes qui ont gardé leur authenticité et qui se mêlent entre ostréiculteurs et habitants saisonniers. Mais vraiment, tu vas pas retrouver les Parisiens ici. Tu vas les retrouver s'ils viennent à la plage, mais c'est encore un secteur ultra préservé. C'est très cool. Très cool. Et puis c'est vrai que cette petite plage au bout de la promenade, une fois que tu as traversé le village, avec ces quelques maisons qui ont vraiment la terrasse qui donne sur le sable et les pieds dans l'eau. Exactement. Mais c'est le paradis sur terre. Tu sais pas comment ces gens-là ramènent leurs courses. À mon avis, il faut être un peu sportif, mais c'est le prix c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai quelques souvenirs, tu vois, étant plus jeune, d'aller justement manger des huîtres aux cabanes dans ce petit village. Et j'ai vraiment vu l'évolution entre il y a 15 ans et aujourd'hui, où il y a 15 ans, tu te tenais sur 3 chaises pourries, on te servait ta douzaine d'huîtres pour 8 €, et c'était un peu à l'arrache, quoi. Et aujourd'hui, c'est du très beau mobilier, c'est des prix qu'on fait x2 ou x3. C'est propre, c'est clean, mais c'est très révélateur effectivement d'une évolution. Complètement, mais tu peux encore, en fonction des villages, trouver des petits boui-boui, des petites cabanes avec le pêcheur du coin qui, de 10h à midi, tous les jours, va te vendre son poisson. Et à côté de ça, ces cabanes ostréicoles qui se sont vraiment modernisées pour aussi plaire à la nouvelle clientèle. On reste nature, mais tu vois que tu es sur un beau mobilier, sur un beau cadre, parce que tu as envie d'être les pieds dans l'eau, mais avec un beau cadre derrière, quoi. Et à savoir, pour ceux qui connaissent un peu moins, justement, quand on dit qu'on y va pour y manger des huîtres, c'est vraiment que pour manger des huîtres. Complètement. Il y a certaines cabanes qui vont avoir une licence un peu plus élargie, mais ça va être très réduit. Mais là, il faut aimer les huîtres, les crevettes et le pâté et le vin blanc. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux même pas venir
juste pour un café. Non, c'est non. Non, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon, c'est un peu le mood quand tu viens là. Sinon, tu pousses un petit peu plus. Huîtres, quoi. Merde. Bon, mon petit tips quand même sur l'herbe, mais tu vas pas être étonné, c'est vraiment d'aller visiter la villa algérienne, et encore mieux, c'est de s'y marier un jour, quoi. Je lance pas d'informations personnelles, mais tu vois, si un jour mon mec écoute le podcast, le perche est tendu. Le perche est tendu, voilà. Allez, on continue, on reprend la route et on va vers la Vigne. Alors la Vigne, c'est le seul port de plaisance du Ferré, mais pas que. La Vigne, c'est aussi connu et apprécié pour ses restaurants et ses bars très animés en soirée. Donc là, on va cibler à la fois les familles pour la journée qui vont à la plage parce que c'est très cool, t'as l'eau tout le temps, et pour les gamins, c'est super. Et à côté de ça, la vie nocturne avec plusieurs bars, plusieurs restos. C'est vraiment... Qui sont autour du port, qui se concentrent autour du port, ou t'en as un peu ailleurs ? Non, c'est vraiment autour du port, et tu vas pas avoir non plus une offre énorme, hein, mais tu as 2 restos qui font ensuite DJ bar. C'est vraiment très cool. 2 ambiances assez différentes. D'un côté, le Wharf qui va être un peu plus jeune cadre dynamique, 35-45. Encore une fois, je veux froisser personne, hein, je fais pas de généralité. Non, mais ça donne une bonne idée, je trouve. Avec une ambiance, t'y manges bien, et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle le White Garden qui va cibler une population un petit peu plus jeune. Je dis ça pour Alex. Hein, qui est jeune. Tu m'as dit que tu avais pas mal d'anecdotes à nous raconter d'ailleurs sur tes soirées. Oui, mais ça ferait trop long. Ça ferait trop long. C'est le sujet d'un autre épisode. Exactement. Une ou deux, non ? Mais on aurait tous, hein, Alex aussi est un fervent du White Garden, donc on aurait tous des choses à raconter. C'est un bar qui a évolué, mais non, c'est très cool. Petit bar dansant, je recommande à tout le monde d'aller là-bas. On y a passé des bonnes soirées. Et penser qu'on a encore 25 ans. Ok, voilà. On continue, on arrive au Cap Ferré. Bon, là, c'est le centre-ville névralgique, le marché, la plage centrale, Frédérian. Donc, institution, qui a fait peau neuve il y a 2 ou 3 ans. Que tu as vu changer aussi, du coup, Frédérian. Complètement. Tes souvenirs de jeunesse. Raconte-nous, Sophie. C'était la boulangerie de la petite mamie où tu allais récupérer tes cannelés, manger ta glace, les pieds dans l'eau. Après, sur la place centrale, tout a été refait à neuf. Mais bien refait. Ils ont vraiment donné une âme, justement, un peu 70s. Ils ont fait une super déco, art déco. C'est vraiment chouette. Après, c'est le centre névralgique où se retrouve la plus belle population. Si tu veux aller manger ta gaufre à un certain prix et ta glace et rencontrer toutes les familles bordelaises et un peu parisiennes, c'est là-bas qu'il faut aller. Tu as le petit hôtel à côté où tu peux aller boire ton café. Et sinon, pour les enfants, tu as le manège historique. Je pense que j'en ai fait des tours moi-même. Aujourd'hui, j'en fais faire des tours à mes enfants. Et j'espère que mes enfants feront faire des tours à leurs enfants eux-mêmes. Mais voilà, c'est vraiment la place centrale. Tu as le marché juste à côté. Et après, tu as vraiment cette rue, la rue, qui s'étend, que ce soit à gauche, à droite, où tu vas avoir tous les commerces, quelques restaurations. Donc entre Frédérian et l'église, c'est ça grosso modo ? Exactement, tu as toute cette partie avec l'église, et après quand tu retournes de l'autre côté, vraiment vers le marché, vers le Membo, où là aussi tu vas avoir encore des commerces, et après tu as la plage principale avec les boulistes, et là tu continues encore plus vers la pointe. Ok, et voilà. Donc le marché, on peut s'y retrouver aussi pour boire un verre ? Complètement, chez Peyo. Chez Peyo, institution. Voilà. Institution, pour aller boire un verre, pour aller acheter ses dunes, parce que je sais que ça avait l'air important pour toi. Donc tu peux en retrouver là aussi, puisqu'il est présent partout. Et puis voilà, après, moi j'aime bien, pour changer un peu de Frédérian et Jane de Boy, j'aimerais bien te dire d'aller chez Alice, qui a un magasin de livres et de beaux bouquins, et ils sont hyper sympas. Tu vas acheter un bouquin, tu vas t'acheter une petite bouteille de vin parce qu'ils ont une partie caviste, et après voilà, tu peux aller déguster ça chez toi, et c'est très très cool. Il y a aussi la jetée avec l'arrivée du petit train. Complètement, la jetée avec le petit train emblématique qui a toujours été là et qui fait l'aller-retour entre la jetée de Bélisère et la plage de l'Horizon, où tu peux aller directement à la plage, et on voit débarquer toutes les 20 minutes de la jetée de Bélisère en haute saison, toutes les valises avec les gens qui arrivent directement du train, tous les Parisiens, mais pas que, hein, tous les gens tous les voyageurs. Tous les voyageurs, merci. Donc voilà, c'est un peu Et tu retrouveras aussi sur cette partie-là les plus belles plages et les restaurants, l'animation. Avec les 2 restos qu'on a donc juste à côté de la jetée. Ouais, qui sont l'Escale et Pinas Café.
Une belle vue sur la dune du Pilat. Complètement, tout à fait. Alors en autre institution, on parle souvent d'Hortense, chez Hortense aussi. Alors j'y viens, on arrive dans les 44 hectares. Moi j'appelle ça les discrets Robinson Crusoe du Cap Ferret. Ici, pas de route goudronnée. Alors je pensais pas tout à l'égout, mais en fait je me suis renseignée et depuis 2005 ils en profitent. Ah, des maisons en bois très discrètes valant plusieurs milliers d'euros. Pour la petite anecdote, en 2021, Delphine Arnaud et Xavier Niel ont acheté une villa à la Pointe pour la petite somme de 17 millions d'euros. Ça te laisse imaginer ce qu'on peut y trouver. Et on a aussi un homme d'affaires important au sud des 44 hectares qui a quand même œuvré beaucoup pour le bassin, c'est Benoît Barterotte. Une figure emblématique, effectivement. Complètement, une de figure emblématique et qui, grâce à lui, fait perdurer la Pointe. J'avais lu que la Pointe avait perdu environ 700 mètres entre les années 1973 et 1995. Ah, c'est énorme. Ouais. Et grâce à sa digue, ça a vraiment stoppé net cette érosion. Et je me rappelle, étant gamine, aller au Mirador et donc à la toute pointe du Ferret. Et on se garait sur le parking et on devait marcher pendant 10 minutes facile pour aller jusqu'à la plage. Aujourd'hui, tu arrives au Mirador, tu vois tout de suite l'eau. Donc c'est vraiment impressionnant. Ah oui, toi, tu as vraiment vu l'évolution. En fait, tu as les deux photos en tête. Complètement. Ok. Et comment il est perçu, son combat, justement, par les gens du Cap Ferret, le combat de Benoît Barterotte? Écoute, moi, je pense qu'il est bien perçu, que grâce à lui, il y a beaucoup de maisons autour de chez lui qui sont encore là grâce à lui et grâce à tout ça. Donc je pense que ça a été une figure controversée parce que c'est un personnage, on peut le voir d'ailleurs. Ah bah dès que tu mets les pieds, dès que tu passes par sa propriété, entre guillemets, moi j'ai déjà le souvenir de l'avoir croisé en baladant sur la plage. Ouais. Et il est là pour te dire que c'est une propriété privée. Tout à fait. Très gentiment. Hein. Tout à fait. Mais vu tous les millions d'euros qu'il a investis dans cette digue pour préserver l'érosion, je pense qu'il a gagné le droit d'être chez lui. Et c'est un personnage, encore une fois, mais qui se balade beaucoup, qu'on voyait de jour comme de nuit, qui est très sympathique et qui a encore une fois beaucoup œuvré pour le bassin. Donc, et pour tout, à minima, pour tous les propriétaires, en tout cas. Alentour. Ouais. Donc je pense qu'un certain nombre peuvent lui dire merci. C'est clair. Voilà. Petit tips, forcément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, aller manger des moules ou un turbo chez Hortense. Et moi, je conseille ensuite d'aller boire un verre au 44, qui est le bar juste à côté, où j'ai pas mal d'anecdotes aussi. C'était vraiment le lieu emblématique où on avait des concerts acoustiques de rock enflammés. Alors j'y vais un petit peu moins aujourd'hui parce que je commence à vieillir, mais c'est pas qu'une population de jeunes, justement, c'est vraiment l'âge de notre population, donc je recommande à tout le monde de tester ces deux spots qui sont des incontournables. Ok. On referme ce petit chapitre sur le Cap Ferret. Comment est-ce qu'on continue ce petit tour, Sophie ? Écoute, on va repartir vers le nord bassin. Ce qu'on retrouve, c'est Andernos, Arès, Lège. C'est un secteur que je connais bien et que je maîtrise bien, puisque c'est ce que je te disais, j'ai toujours eu une connaissance du bassin, moi, historiquement sur le Canon. Mais aujourd'hui, je me suis installée à Arès. Commune limitrophe Andernos et Lège. On est vraiment aux portes de Bordeaux, donc un aller-retour ultra rapide pour le travail. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent sur ces communes-là, mais qui travaillent à Bordeaux. Un ticket d'entrée beaucoup moins élevé qu'au Cap Ferret ou qu'à Arcachon. Et pour moi, c'est tout le confort d'une ville à la campagne, parce qu'on a les infrastructures, les écoles, on a de la restauration, on a des activités entre l'océan et la plage, en ayant vraiment cette impression d'être en vacances un peu toute l'année, quoi. Ouais. Donc, en termes de moyenne d'âge ? En termes de moyenne d'âge, on va être sur des jeunes actifs, des jeunes familles qui vivent là, mais ce que je te disais, travaillent à Bordeaux pour sa facilité d'accès. Et on a aussi évidemment encore une grosse proportion de retraités qui ont des résidences secondaires et qui vivent ici. On va être sur un prix moyen au mètre carré entre 4 000 et 5 000 euros. Ça reste raisonnable. Ça reste beaucoup plus accessible. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout sur le Cap Ferret, mais là, on explose complètement le prix au mètre carré. On est sur le double. Là, vraiment, on peut encore avoir des bonnes opportunités. C'est une station qui a quand même des stations balnéaires qui ont quand même été
impacté par la montée des locations saisonnières. Donc le prix au mètre carré depuis quelques années, il a quand même bien augmenté, mais ça reste encore accessible. Toi, tu as vu l'évolution de la population justement sur cette partie Nord-Bassin? Parce que historiquement, moi j'ai l'impression que c'était beaucoup de retraités, surtout. Beaucoup de retraités, sauf que avec l'augmentation des prix sur la métropole de Bordeaux, l'effet Covid aussi vachement sorti de Covid, on n'avait plus envie d'habiter dans sa petite échoppe bordelaise avec ses 25 mètres carrés de jardin, hein, c'est parfois le cas, ou l'arrivée d'un deuxième enfant ou d'un troisième enfant, cette envie de se mettre au vert, en pleine nature et pour des prix beaucoup plus accessibles. Donc depuis la sortie du Covid et pendant Covid, c'est vraiment des zones qui ont explosé. Donc une population justement qui... tu parles de jeunes actifs, tu as plus de jeunes actifs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Complètement. Après, on reste sur la campagne, hein. On n'est pas en pleine ville, c'est pas hyper urbain. Andernos au mois de novembre ou Arès au mois de novembre... C'est pas pareil que Bordeaux centre-ville. Ouais. Non, mais on sait ce qu'on vient y chercher. On sait qu'on a envie de nature, on sait qu'on a envie d'être le week-end à la plage, même au mois de novembre. Et on sait qu'on peut, en 45 minutes, aller à Bordeaux, si on a envie d'y aller. Okay. Donc, c'est vraiment le côté cool, détente qu'on vient chercher. Et avec un ticket d'entrée plus accessible. Ouais, c'est une bonne porte d'accès au bassin, quoi, finalement. Complètement. Ok. On va ensuite enchaîner, on remonte encore un petit peu et on va finir par Arcachon. Encore une fois, c'est une destination qui est aussi accessible aux portes de Bordeaux. Là, la différence, c'est qu'on a un accès direct en train. Donc, TGV même. TGV, exactement pour la partie parisien, et train pour les gens qui habitent à Bordeaux et qui ont des résidences secondaires sur Arcachon. Là, c'est beaucoup plus urbain. On peut y vivre toute l'année avec une multitude de commerces. On a la plage en plein centre-ville. Ça fait vraiment ce distinguo entre la ville et la plage. On a la fameuse dune du Pilat et un super spot qui est la Corniche pour aller manger ou déguster un petit cocktail. La ville d'hiver ? La ville d'hiver, complètement. Encore une fois, je ne peux pas tout te présenter aujourd'hui, mais voilà, entre Arcachon, le Moulot... Arcachon, la ville d'hiver, le Moulot, la dune du Pilat, on a quand même... Il y a de quoi faire de ce côté-là aussi. Exactement. Ouais. Le type de population qu'on y retrouve, on a quand même encore beaucoup de retraités et de résidences secondaires. On a beaucoup de familles qui viennent, mais de manière saisonnière, avec des prix moyens au mètre carré autour de 8 000, 9 000 euros du mètre carré. Une vente record qui a été faite en 2024 au Pilat, une villa boulevard de l'Océan qui a été vendue pour 28 millions d'euros à un particulier. Pas mal. Qui dit mieux. Ouais. Après, si on doit regarder les inconvénients de cette ville, bon, c'est comme le bassin, tout le bassin, c'est un tourisme de masse en été, forcément une flambée des prix à cause des locations saisonnières. Et ce que je dirais pour distinguer le Cap Ferré d'Arcachon, c'est une population un peu plus vieillissante en hiver. C'est pas méchant de dire ça, mais on a quand même beaucoup plus une cible de retraités qui achètent des appartements et qui vivent en appartement. On a beaucoup moins ce côté appartement. Il y a des appartements déjà à Arcachon, chose qu'on retrouve très peu côté Cap Ferré. Exactement. Exactement. Donc ça va vraiment. Et tu vois, c'est ce qu'on se disait avec des immeubles un peu années 70 qui ont émergé. C'est pas la même architecture du tout. C'est vraiment la ville d'un côté avec la plage, le côté plus urbain si on a envie d'avoir une activité plus importante et si on a envie d'avoir plus de vie, et le côté plus nature et plus sauvage sur la partie ferrée. Les transactions sur le bassin, ça va être quoi la différence par rapport à des transactions plus traditionnelles? Parce que là, on est quand même à chaque fois sur des gros tickets. C'est des gens qui arrivent avec majoritairement des achats en cash et peu de prêts. C'est quoi les petites particularités un peu que tu peux avoir sur ces ventes? Alors, encore une fois, on ne fera pas de généralité parce que sur Arcachon, il y a aussi des petits appartements, donc ça ne va pas être du tout la même chose que les transactions qu'on peut y retrouver sur des grosses villas à 28 millions d'euros ou sur le bassin. Globalement, oui, c'est quand même des gens qui ont généralement peu de conditions suspensives d'obtention de prêt. Ça, c'est pour la partie technique. Mais voilà, ça c'est pour la partie technique, mais effectivement, et d'autant plus depuis quand même...
2 ans la crise immobilière, mais c'était déjà le cas avant. C'est des gens qui ont du cash, pour lesquels la transaction et l'emprunt ne sera pas un problème. On est sur des résidences secondaires, voilà, c'est des montages financiers qui sont, mais on n'a pas de souci en termes de... Ouais, généralement, ça va au bout, quoi. Oui. Ouais. Après, ce qui peut plus poser des questions, c'est en termes d'urbanisme et de PLU. Certains vont vouloir faire des projets pharaoniques et ils vont être plutôt... limité à ce genre de choses. Donc c'est peut-être plus ce genre de choses qui peuvent poser problème que le côté finance. Ouais, donc des acquéreurs qui vont beaucoup plus s'intéresser peut-être aux possibilités d'évolution de l'architecture du bien, Exactement. Ces choses-là, ouais. Ouais. Ok, donc c'est vrai que ça fait écho un peu avec ce que tu disais sur les petites maisons au Cap Ferré qui étaient soit rasées, soit complètement rénovées, retapées, pour faire quelque chose de plus moderne, quoi. Eh ben, merci Sophie en tout cas pour ce beau tour d'horizon, ce beau panorama sur tout ce qui est immobilier côté bassin et Cap Ferré. On va terminer cet épisode avec quelques tips. On fait appel à Alex pour ça, pour démarrer. Alex, est-ce que tu pourrais nous partager, là c'est la casquette du pro, c'est lui qui parle, tes conseils de recherche de biens? Alors, si on s'adresse à un acquéreur, forcément, pour une recherche, je dirais que le point de départ, c'est définir son budget. Alors, soit on a la chance de faire un achat comptant et c'est un peu plus facile de définir son budget, soit on doit faire appel à un prêt bancaire, comme c'est souvent le cas, et à ce moment-là, on peut se faire aider par sa banque, ou comme on l'évoquait précédemment, par un courtier. L'avantage du courtier, c'est que il a une vision plus transversale, il connaît toutes les banques et il va pouvoir associer le bon profil à la bonne banque. Et faire un bon match, quoi. Voilà, et ça coûte rien, ça n'engage rien. Donc en début de recherche, c'est du conseil gratuit, généralement. Exactement. Définir sa capacité d'emprunt et son budget, ça c'est, je dirais, la première étape pour lancer sa recherche. Okay. Ensuite, définir ses critères, son cahier des charges. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? Localisation, surface? Voilà, localisation, type de bien, et après, alors surface, c'est le cas, mais nombre de chambres. La surface, c'est peut-être finalement plus une variable d'ajustement. Exactement, il ne faut pas trop se freiner. Donc, je dirais qu'il y a des critères importants comme le type de bien et la localisation, et ensuite pas trop se freiner sur la surface et le prix, parce que on sait qu'on peut avoir différentes caractéristiques pour une même surface, et pour le prix on peut taper un peu plus haut et espérer avoir un peu de négo. Donc ne pas être trop freiné, et c'est aussi en commençant ces recherches qu'on va expérimenter et valider ces critères. Donc on sait qu'au départ on va avoir peut-être... tu tâtonnes un peu, quoi. Tu peux te le permettre. Ou un certain idéal qu'on a besoin de confronter à la réalité du marché. Et là, nous, c'est aussi notre rôle de qualifier la recherche d'un acquéreur et de pouvoir dire si c'est pertinent, si c'est réaliste, et de pouvoir aider, accompagner, soit à garder un même budget mais changer de secteur, soit sur le secteur affiner un peu les critères. Okay. Et ensuite, une fois qu'on a défini ce cahier des charges, commencer ces recherches, aller sur les principales plateformes immobilières. Tu peux m'en citer les trois principales pour toi? Alors, 3 principales, je dirais que c'est Se Loger, Le Bon Coin et Bien Ici. Ce sont les 3 principaux sites pour rechercher et se créer des alertes. Il y a aussi des sites qui permettent de centraliser toutes les annonces sur l'ensemble des plateformes immobilières. Mais bon, moi je recommande quand même d'être présent sur ces 3 sites où on a les alertes en temps réel. Et ensuite, le conseil que je donnerais, c'est d'aller rencontrer physiquement les agents immobiliers. On sait que 80% du marché, il est présent auprès des agences. Il y a le marché du PAP, particulier à particulier. Mais, c'est ça, généralement, c'est 80-20, c'est ça la répartition? Alors, ça change d'une région à l'autre, les pratiques changent en fonction du lieu géographique, mais ce qu'on constate à Bordeaux, c'est ça, c'est à peu près 80-20. En faisant ces recherches sur Internet, bien sûr, on va avoir accès aux annonces des agences. Mais le conseil que je peux donner, c'est quand même d'aller rencontrer physiquement les agents immobiliers qui sont compétents et présents sur le secteur pour se faire connaître, pour parler de sa recherche, pour aussi... Quelle valeur ajoutée pour un acheteur qui est en recherche de biens d'aller se déplacer physiquement en agence?
Concrètement, nous, en tant qu'agent immobilier, on a affaire à beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de demandes. Et l'avantage d'aller se présenter physiquement, c'est de se faire connaître. Et c'est toujours plus facile pour nous d'associer une recherche à un visage. Et c'est aussi pour l'acquéreur de pouvoir présenter sa motivation. Et s'il y a un bien qui match parfaitement, être peut-être... C'est-à-dire que toi, tu vas appeler spontanément peut-être plus quelqu'un qui sera passé en agence que quelqu'un que tu as dans un fichier Excel. Voilà, tout simplement parce que j'aurais mémorisé davantage la recherche et les critères. Donc on n'exclut personne bien sûr, mais c'est simplement... C'est de l'humain quoi. Voilà, exactement. C'est une histoire de relations humaines à la fois auprès des vendeurs et des acquéreurs. Et donc voilà. Et nous, c'est aussi notre choix d'avoir une agence, donc un lieu physique où les acquéreurs peuvent venir nous rencontrer. Ensuite, être le plus réactif possible, ça c'est important. On sait que les bonnes affaires, parfois, ça va vite. Voilà, et parfois elles sortent même pas en ligne sur les principaux sites. Donc c'est aussi l'intérêt d'aller rencontrer les agences, c'est vraiment pouvoir valider sa recherche, et d'avoir accès à des biens qui sont parfois pas sur le marché. Et ensuite, pour les biens qui sortent sur les principaux sites, être exactement le plus réactif possible, surtout pour les bonnes affaires. Ok. Une fois que ta recherche est bien entamée, tu penses avoir trouvé ton bien. Sur la négo, qu'est-ce que 2-3 astuces que tu pourrais donner à un acheteur ? Alors là, justement, c'est notre rôle en tant que professionnel de l'immobilier. Déjà, de fixer un prix de vente qui soit cohérent. C'est la base de notre métier, l'estimation. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'intermédiaire de savoir connaître s'il y a une marge de négociation possible et de connaître le contexte de vente et de pouvoir s'y adapter, à la fois pour répondre aux besoins du vendeur qui est pressé ou pas, et des acquéreurs en fonction de leur budget. Ouais, nous donner 2 cas extrêmes, quoi, tu vois, opposés. Bon, le cas assez connu qu'on rencontre, c'est une famille qui se déchire, un divorce par exemple, où on a besoin de vendre assez rapidement. Et là, c'est pas nous quelque chose qu'on va présenter en frontal auprès des acquéreurs, hein. Bien sûr, c'est pas notre rôle. On a aussi notre rôle, c'est de protéger l'intérêt des vendeurs, mais on sait qu'on a un besoin d'aller assez vite sur la transaction. Donc, on va nous s'attacher à être vraiment à un prix de marché et on sait qu'il y a un peu plus de marge de négociation en général sur ce type de transaction. À l'inverse, sur des retraités qui souhaitent déménager, par exemple, quitter Bordeaux pour s'installer sur le bassin, on le rencontre beaucoup. Ils ne sont pas pressés, ils ont tout leur temps et voilà, ils ont... Là, tu vas peut-être moins jouer sur le prix, au moins au départ. J'imagine, voilà. En tout cas, tu as moins de marge de négo. Ouais. Exactement. Ce ne sera pas les mêmes arguments qui vont faire qu'on va pouvoir faire passer plus un dossier ou une négociation. Donc, un peu moins de marge. Et plutôt, là, ils seront plus sensibles, par exemple, à la typologie de l'acquéreur. Qui achète, pourquoi, dans quel contexte. C'est parfois des éléments différents. En tout cas, c'est vraiment notre rôle de gérer cette phase. Et en fait, c'est pas facile. Par exemple, un acquéreur qui sera en direct avec le vendeur, il va pas gérer le côté émotionnel, la sensibilité du vendeur de la même manière, parce qu'il va pas connaître son contexte de vente. Et là, nous, c'est vraiment notre rôle en tant qu'intermédiaire de gérer ça et d'avoir la négociation qui permet d'aller au bout et de se trouver. Hein. Notre rôle d'intermédiaire, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente entre vendeur et acquéreur. Est-ce que tu aurais des petites astuces, en tout cas des points d'attention à faire ressortir pour les acquéreurs ? Il y en a beaucoup, clairement. Et on va dire que par expérience, nous, les points d'attention et les points potentiellement qui sont synonymes de conflit, c'est les travaux. Être bien conscient des travaux qui ont été effectués, donc bien connaître l'historique du bien, vérifier que sur le plan administratif ça a bien été régularisé, qu'il y a eu les bonnes déclarations qui ont été faites, est-ce qu'on a des factures qui permettent d'avoir des assurances biennales, décennales, ça c'est ce qu'on donc va sur des travaux vérifier. De structure par exemple, tu as refait une charpente, tu as refait... Exactement. Okay. Là il y a des assurances décennales qui s'appliquent, donc vérifier que les entreprises, c'est bien les professionnels qui ont réalisé les travaux et qui ont les assurances associées. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut parler souvent... on a souvent des soucis liés à l'assainissement. On sait qu'on va distinguer l'assainissement individuel, c'est-à-dire une
une fosse septique, Ouais. par exemple, ou l'assainissement collectif qui correspond au tout à l'égout. Et donc, il y a des certaines normes à respecter et des vérifications. Par exemple, pour le tout à l'égout, il y a des contrôles qui peuvent être faits dans certaines communes. Il faut que ce soit conforme. C'est pas toujours fait. D'accord. Donc Ok. là, c'est aussi notre rôle de s'assurer que c'est le cas, parce que c'est souvent des travaux qui Ouais, c'est peuvent lourd. chiffrer quoi. assez vite. Ouais, c'est pas changer un convecteur dans une chambre, quoi. Ouais. Là, c'est un peu plus lourd. Ouais. Voilà, exactement. Autre point d'attention aussi, c'est les lotissements pour les maisons essentiellement. On sait qu'il y a des cahiers des charges, des règlements de lotissement qui peuvent être associés avec certaines contraintes. Et c'est pas toujours connu, c'est pas toujours mis en avant par les propriétaires et T'as un parfois à exemple juste titre. type Ça peut être un lotissement qui a un cahier des charges qui impose le fait de ne pas construire de cabanons de jardin ou de construction qui ne soit pas attenante à la maison. Donc on n'aura pas le droit de construire un garage indépendant, Ok, un abri de jardin ou un studio indépendant. d'accord. Ah oui, on fait pas ce qu'on veut sur son terrain, en fait. quoi. Exactement. On avait également le cas d'un autre client qui avait une belle résidence secondaire qu'il souhaitait vendre et les potentiels acheteurs voulaient éventuellement en faire un gîte ou quelque chose. Et en fait, dans le règlement du lotissement, c'était pas possible de faire des choses à fin professionnelle. D'accord. Donc c'est des choses qui peuvent casser la vente. Ok, très bon exemple. Ok. Donc voilà, on doit être soucieux de ça. Et puis après, nous, on a un devoir de conseil et de transparence vis-à-vis de l'acquéreur par rapport à tous les aspects techniques. C'est aussi notre rôle de décrypter les diagnostics, de les expliquer. Donc aussi, un conseil pour les acquéreurs, c'est de bien lire ces documents, d'être vigilant par rapport à tous les diagnostics immobiliers qui ont été réalisés. Et puis après, il y a un regard à avoir pendant la visite sur tous les éléments d'attention, le gros œuvre, la structure, l'électricité, la plomberie, après tout le second œuvre. Être vigilant par rapport à tout ça parce que c'est un projet de vie, on s'engage pour longtemps et souvent quand on achète un bien, tout le temps, quand on achète un bien dans l'ancien, on achète un bien en l'état, donc on accepte l'état dans lequel le bien est au moment où on fait l'acquisition et donc c'est notre responsabilité d'en avoir conscience. Ok. Voilà. Est-ce que tu as quelques exemples enfin de cas concrets pour lesquels, alors Sophie en citait un, mais peut-être un ou deux autres exemples de cas concrets pour lesquels tu as des ventes qui ne se font pas? Alors un exemple, ça peut être des acquéreurs qui ont acheté une maison et qui découvrent après l'avoir acheté qu'il y a une fissure qui était présente dans les murs porteurs. Donc la vente est faite. Et ils découvrent en fait qu'il y a eu un problème structurel sur le bien. Donc là, ça peut être potentiellement un vice caché. Il faut, dans ce cas-là, être capable de prouver si le vendeur était conscient ou non de ces fissures. Donc nous, c'est notre rôle d'avoir ce regard justement sur le bien, cette analyse pour identifier ces potentielles faiblesses, anomalies sur le bien et pour éviter ça. Donc ça, c'est dans le cas où on s'en rend compte après. Les potentielles difficultés qu'on aurait avant la vente, je dirais que c'est découvrir des choses entre le compromis de vente, qui est le moment où on s'engage, et l'acte définitif. Parce que c'est là où on va chez le notaire et c'est là où on a parfois accès à tous les documents qui auraient pu ne pas être partagés jusqu'à présent. Par exemple, des factures liées à des travaux ou les diagnostics que les acquéreurs n'auraient pas lus en détail, et on peut avoir des découvertes. C'est le cas par exemple pour un règlement de lotissement. Le propriétaire n'en parle pas, par exemple, et au moment de la signature chez le notaire, on découvre qu'il y a des contraintes associées à cet achat qui peuvent empêcher ou limiter le projet qu'on aurait. Donc ça peut faire casser une vente. Et nous, c'est notre rôle justement de recueillir tous ces documents et d'avoir un maximum de transparence. Ouais, d'anticiper, d'être sûr que l'acquéreur a bien conscience de l'état du bien, mais aussi tout ce qui va avec, donc notamment tout ce qui est règlement. Ouais. Nous, ça nous est arrivé, et ça nous est arrivé assez récemment sur la partie travaux. Ce qu'on recommande, c'est que tu vois, par exemple, sur un bien qu'on a vendu au Ferré, il y avait des travaux à faire sur, je rentre dans la partie technique, mais une pompe de relevage avec un plombier. En général, c'est compliqué d'effectuer ces travaux-là avant la signature ou pendant la signature du compromis, parce que l'acquéreur peut revenir après la vente en disant « ces travaux ont été mal faits par le vendeur », il
remettre en cause quelque chose. Donc en général, ce qu'on recommande, c'est de faire des devis. Le vendeur produit des devis. On déduit ce devis du prix de vente et c'est l'acquéreur qui se charge de faire les travaux une fois la signature faite par l'artisan de son choix. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. On s'évite tout problème. Ok. Ça, c'est un cas particulier où effectivement, on découvre qu'il y a des travaux potentiels entre le compromis et l'acte. Mais on va dire que l'élément principal, c'est que vérifier que tous les travaux ont été réalisés dans les règles, c'est-à-dire ont été déclarés et faits par des professionnels le plus possible. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce partage d'expertise. On va terminer avec une dernière partie un petit peu plus légère. En intro, je dirais une ou deux anecdotes de visites, fun facts. On en a quelques-unes. Alors, moi, je vais changer, je vais parler d'autre chose. C'était pas une anecdote de visite. Notre métier, ce serait super que ce soit ça, mais ce n'est pas que vendre des maisons, c'est aussi aller en chercher, prendre des mandats. C'est un peu notre métier principal. Et lors d'une prospection que je faisais, je rencontre une personne devant sa maison. On parle et... Parfois, tu as des gens qui parlent beaucoup et très longtemps. Et je pense qu'au bout d'une demi-heure, j'arrive à en placer une, à lui poser la question en lui disant « Mais du coup, je comprends pas, vous êtes locataire ou propriétaire ?» Et il me dit « Bah non, je suis locataire. » Donc voilà, tu vois, c'est un moment où c'est quand même quelque chose qui nous prend du temps. Et c'était drôle, la personne était très très gentille. Mais du coup, j'ai dit « C'est très gentil, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vais y aller. » Je viens de perdre une demi-heure. Voilà. Et en même temps, ça fait partie de notre métier, d'être sur le terrain, d'être à la rencontre des gens du quartier qu'on connaît et qu'on cherche à développer. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et souvent, c'est au fil de ces discussions qu'on apprend des choses par rapport à l'historique, l'évolution du quartier. Donc, ça fait partie du job. Voilà, ça fait partie exactement. du job. Moi, je partagerai une autre anecdote qu'on a vécue tous les deux avec Sophie sur une vente qu'on a réalisée sur le bassin où c'est un couple d'acquéreurs qui vient visiter. On leur fait visiter tous les deux la maison en détail pendant un long moment et ils ont besoin à la fin de la visite, comme assez souvent, de faire un dernier tour tous les deux. Et en fait, pendant la visite, on perçoit très peu de signes, d'expressions, d'émotions. Donc, assez difficile pour nous de se prononcer sur leurs sentiments. Donc, ils font leur tour tous les deux, ils reviennent nous voir et à ce moment-là, la femme se met à pleurer. Complètement, elle s'effondre devant nous. Et avec Sophie, on se regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un certain malaise qui se crée. Et en fait, elle nous avoue qu'elle a un coup de cœur pour la maison et qu'elle se voit, elle se projette vivre dans cette maison avec ses filles et que c'est vraiment en imaginant ses filles qu'elle a eu cette montée d'émotion. Okay. Donc nous, ascenseur dingue. émotionnel aussi, parce qu'on se dit... Vous pleurez tous les deux ? Ouais, moi j'ai pleuré, c'est sûr. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà on va dire une petite chair de poule qui monte et ça fait vivre des moments, c'est cool. Voilà. Ouais, et pour nous, on se dit mais on a fait une connerie, qu'est-ce qu'on a raté et en fait non, c'était assez dingue de voir l'émotion qui était montée à ce moment-là et on s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Et ça s'est bien conclu parce que une offre et c'est allé au bout. Mais on le voit pas souvent et ça c'est vrai que c'est un souvenir marquant et qui montre qu'en fait on est à un moment clé d'un projet de vie, mais que ce soit pour tout type de bien, un appartement, un premier achat, un investissement locatif, une grande maison, une résidence secondaire, c'est des moments importants et on capte souvent ces émotions et c'est assez sympa. Ouais, vous faites partie intégrante de moments forts de la vie de gens que vous ne connaissez pas, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors on pourrait t'en donner d'autres sur par exemple des immeubles délabrés dans le centre de Bordeaux dédiés à des investisseurs qui sont à moitié squattés, où il y a pas mal de choses qui se passent, mais sympa. C'est encore un autre sujet. Je vais vous demander maintenant vos adresses là, sur Bordeaux et la région. Un déjeuner, un midi avec un ou une amie. Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous l'emmenez ? Alors moi, je vais favoriser mon secteur de cœur, la rive droite, et je vais dire qu'ici, un petit coup de cœur pour le déjeuner. Il est à La Traîne, c'est un restaurant qui s'appelle le Bistrot chez Louis, où on a déjà une atmosphère, une déco qui est assez sympa, assez vintage, avec des vieux meubles chinés à droite à gauche, et une petite carte qui change très régulièrement, et vraiment le chef en cuisine est super, c'est abordable.
et le service est top. On y mange très bien et on mange jamais 2 fois la même chose. Donc super Top. adresse pour déjeuner sur la rive droite. Ok. Moi, je vais forcément être sur mon secteur. Je vais recommander un resto qui s'appelle le Café de la Plage à Andernos, qui est sur la place du marché. Tout est frais, tout est bon, une carte ultra courte, une équipe géniale, super conviviale et super sympa. Et vous pouvez y aller les yeux fermés, midi ou soir d'ailleurs, et c'est vraiment trop cool. Pour un dîner, cette fois, dîner en amoureux. Là, je pense qu'on peut se rejoindre avec Sophie. Nous, on est très fans d'un resto qui est Place Saint-Pierre à Bordeaux, qui s'appelle Loulou, qui est une belle brasserie, plutôt avec une cuisine de bistronomie, où voilà, clairement, on mange très bien, un beau dressage et on n'a pas faim en sortant et on passe un bon moment. Complètement, je te rejoins à 100%. Une adresse coup de cœur sur Bordeaux ou la région. Alors... Moi, je dirais, il y a là aussi, et je ne veux pas être trop chauvin, mais un coup de cœur que j'ai sur la rive droite, c'est le lac de Borèche. Borèche, c'est une petite commune qui est le long de la Garonne, à, on va dire, 20 minutes de Bordeaux. Et le lac de Borèche, c'est un endroit vraiment trop cool pour faire du wakeboard. C'est un câble tracté. Et le cadre est vraiment sympa et Ouais, tu peux y passer la demi-journée avec les petites voilà. tables de pique-nique. Et il y a en fait une petite, un petit coin à restauration. On peut boire une bière, manger un sandwich et en même temps voilà, profiter du lac. Et en fin de journée, avec le coucher de soleil sur le lac et pouvoir faire du wake, c'est Ouais, même avec les enfants, ça s'y prête. Ça s'y prête aussi d'y aller avec des enfants. Et bon, à la fois pour pratiquer, mais même si on ne pratique pas, il y a vraiment un coin sympa au bord du lac et qui est très cool. J'ai quelques souvenirs de courbatures. Ouais, exactement. Le J+1, J+2 est difficile. Ouais, il est compliqué pour se lever le matin. Toi, Sophie ? Une adresse coup de cœur, il y en a plusieurs, mais si je reste sur le secteur du bassin, je t'en parlais, c'était un peu ma Madeleine de Proust, mais si les gens en ont l'occasion, louer un petit bateau, se faire un petit pique-nique sur le banc d'Arguin en été, quand tous les touristes partent et que toi tu arrives, c'est voilà, magique. pas besoin de grand-chose, mais c'est juste magique, avec une belle vue sur la dune du Pilat et de l'autre côté sur les passes du bassin. Franchement, c'est trop cool. Validé. Et après, on pourrait en donner plein d'autres. Oui. On pourrait parler d'Oyatom, qui est une boutique de déco à Bordeaux qu'on connaît bien. Et qu'on aime tous les deux. Voilà, et qui est super sympa. Moi, j'aime bien aller au Garage Moderne aussi à Bordeaux. Ça, c'est plutôt mon passé d'ingénieur et de bricoleur. C'est un atelier associatif où on peut réparer vélo, moto, voiture, mais qui est aussi un lieu de vie où on peut manger, travailler, et qui est un coin assez sympa et qui est à Bacalan. Ok, super. Et enfin, donc des amis qui ne connaissent pas Bordeaux, qui viennent vous voir pour le week-end, qu'est-ce que vous leur montrez en prio ? Alors, moi, je sais que dans ton podcast, pour les avoir écoutés, tout le monde dit de venir sur le bassin. Mais Et du coup, tu te retrouves avec tout le monde sur le bassin. Mais tout le monde ne dit pas de découvrir la bordure du bassin, le Nord-Bassin, qui est chez moi, donc Arès et Andernos. Et c'est vraiment un coin super chouette. Alors effectivement, tu es plus près du bassin que de l'océan, mais tu n'es pas très loin de l'océan. C'est vraiment préservé, tu as quand même beaucoup moins de monde l'été. Et forcément, j'habite là-bas. Donc si c'est mes potes, je vais les inviter chez moi et on va aller se faire une petite plage à Andernos qui s'appelle la plage du Béteil. Après, on ira boire l'apéro dans un bar qui s'appelle le Fiched. Et puis après, je sais pas trop, mais tu vois... C'est pas ce qui peut se passer, quoi. Voilà, après le bar. Après 3 petits points. Ouais, ok, ça. Toi, Alex ? Moi, je trouverais ça cool de faire un mix entre le centre de Bordeaux, et là, on peut partager 1000 adresses de bars, restos, mais assez fan du quartier Saint-Pierre, de découvrir aussi la campagne environnante, et là, je trouve que la rive droite s'y prête bien. Et après, pour peut-être effectivement changer de ces destinations de week-end les plus connues, avec Arcachon et le Ferret, moi, j'aime bien aller... dans des coins un peu moins connus, un peu moins prisés. Tout au nord du lac de Lacano, il y a un petit quartier qui s'appelle le Mouchik, moi, que je trouve très sympa. Et en fait, c'est tellement paisible d'être au bord de ce lac, à cet endroit. Qui est quand même moins fréquenté aussi que le bassin, par exemple. Exactement, beaucoup moins fréquenté. Et puis le lac, en fait, il y a une certaine atmosphère. C'est vers Longaris, non ? C'est ça ? C'est ces coins-là, après Ourtin
Ouais, alors c'est ça, ouais, c'est vraiment le nord du lac de Lacanau et c'est un tout petit, c'est un petit quartier avec, quelques maisons et on peut se balader à pied en fait à cet endroit-là. On peut trouver une location au bord du lac. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. Il y a pas mal d'activités sur le lac et je trouve que pour couper à la fois de la vie de la semaine à Bordeaux et sans non plus être effectivement sur le bassin là où tout le monde va, c'est un coin assez sympa. Et après je dirais dernière chose, quand on a des copains qui viennent, en général, on essaie de faire une dégustation dans un château. Et là aussi, il y a 1000 possibilités. En allant à Saint-Émilion, bien sûr, mais dans le Médoc. Voilà. Donc, c'est assez cool de faire cette activité entre potes. Conjoint et enfants, embarqués dans la voiture pour un week-end à 2h max de Bordeaux. Où est-ce qu'on les emmène ? On va squatter chez Alex en Charente, à Royan. Du coup, ouais, je te laisse. Charente-Maritime. Non, ça peut être effectivement, bien sûr, et on va pas mal au Pays Basque. Moi, j'ai une partie de ma famille au Pays Basque et forcément, j'adore le côté mer-montagne. Mais c'est sûr un peu. Non, mais tout le monde parle du Pays Basque. Tu vas me parler d'autre chose. C'est pour ça. Je trouve que voilà, un coin sympa où on aime aller, c'est Royan, et notamment Saint-Palais. C'est à 1h30 de Bordeaux et c'est, je ne vais pas dire une station balnéaire parce que c'est pas le cas, mais c'est un petit village de vacances qui a un certain charme, une vraie vie de famille, dans le sens où on peut tout faire à pied, c'est super pour les enfants, et il y a bon resto, bar, on va manger chez Bob, forcément, et c'est assez tranquille, il n'y a pas une animation dingue, on n'est pas sur le bassin d'Arcachon, et sympa pour passer un week-end plutôt tranquille. Plutôt tranquille, c'est selon, mais c'est vrai que j'ai un pote qui était un peu qui aimait bien sortir et qui m'a déjà parlé de chez Bob aussi. Chez Bob et du rancho, bien sûr. Et du rancho, exactement. Ouais. Tu m'as parlé de conjoint et d'enfants, donc. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bien répondu. Écoutez, 1000 merci à tous les deux, Sophie et Alex, pour toutes ces astuces, votre partage d'expérience, tant côté IMO que vécu aussi sur le bassin, sur la métropole bordelaise, et vos bonnes adresses. Je vous remercie énormément pour votre participation à cet épisode et je vous souhaite le meilleur avec Déclic IMO 33. On vous retrouve, donc l'agence elle est située, dites-moi. Alors l'agence est située à Bouliac, mais la particularité c'est que on est un centre immobilier à l'échelle du département de la Gironde. Donc ça veut dire que au sein de l'agence, on est une équipe de conseillers immobiliers où on se répartit les secteurs géographiques un peu partout, sur Bordeaux, sa métropole et sur le bassin. Donc on travaille, même si on est basé sur la rive droite, on travaille dans le centre de Bordeaux, sur la rive gauche, sur le bassin, avec bien sûr à chaque fois une personne qui est experte du quartier et qui va connaître toutes ses spécificités. Donc vous pouvez nous trouver via notre site Google, internet. Bien sûr le site internet, plus facilement la fiche Google Déclic IMO 33 et aussi le compte Instagram Déclic IMO 33. Vous pourrez suivre nos actualités, nos biens à la vente, la vie de l'agence. Super, etc. j'ai vu que Sophie faisait des très belles vidéos de présentation sur la page page Instagram. Ouais, elle se donne. 1000 merci à vous deux. Merci à toi Hugo. Et puis on espère que ces conseils ont été utiles et merci d'être venu jusqu'à chez nous Hugo. Avec plaisir, à très bientôt. Salut, à bientôt. Salut.